Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence ce soir pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie où nous avons l'immense plaisir de recevoir Andrea Marcolongo. Alors merci beaucoup de votre venue. Alors cette rencontre elle est organisée en partenariat avec l'ARELA Bretagne, l'association régionale des enseignants de langue ancienne en Bretagne, qui a été créée en 2004 pour promouvoir et défendre la connaissance et l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité et qui organise chaque année le Printemps de l'Antiquité. Peut-être que Benoît Jean vous en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, avant tout et avant de laisser la parole à Benoît Jean, je voulais dire quelques mots sur Andrea Marcolongo et sur son livre La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres. Alors, donc, Andrea Marcolongo est italienne et helléniste, diplômée de l'Università degli Studi de Milan. Elle a beaucoup voyagé, elle a vécu dans de nombreuses villes différentes, elle a exercé plusieurs métiers, parmi lesquels celui de plume auprès de personnalités politiques. Mais elle a toujours eu une immense passion pour le grec ancien qu'elle partage avec nous dans cet ouvrage très exaltant qui a connu un succès retentissant à sa parution en Italie et dans tous les pays dans lesquels il a été traduit. Alors, La langue géniale, ça n'est ni un manuel traditionnel, ni un essai académique, c'est presque un roman sur l'âme grecque et sur la signification la plus intime de la langue grecque. Et donc avec ce livre, Andrea Marcolongo nous invite non seulement à découvrir les spécificités et l'étrangeté du grec ancien, mais plus que cela, à penser véritablement comme les Grecs. Et c'est donc ce que nous allons faire ce soir au cours de cette rencontre. Et pour cela, je vais tout de suite laisser la parole à Benoît Jean, professeur de langue ancienne à l'UBO, membre de l'ARELA et qui a accepté, et je le remercie, d'animer la rencontre de ce soir, rencontre qui sera traduite en direct par Philomena Tino, qui est professeure d'italien à l'université. Alors merci à tous et puis je vous laisse débuter. Bien, bonsoir à tous. En fait, j'ai le sentiment d'être un peu imposteur ici, parce que j'enseigne bien sûr les langues anciennes, j'ai une formation en langues anciennes, mais je suis professeur de latin. Et alors, quand on est dans la petite chapelle des langues anciennes, il y a toujours une guéguerre entre le latin et le grec, puisque le grec semble premier et que le latin est beaucoup plus répandu historiquement et par la pratique. En tout cas, en France, le latin est pratiqué quand même par des dizaines de milliers d'élèves, alors que le grec, en particulier au lycée, n'est pratiqué que par quelques centaines d'élèves. Je caricature un petit peu, mais on est quand même de cet ordre-là. Sur la ville de Brest, vous avez 2 établissements scolaires dans lesquels vous avez dans le lycée du grec, un établissement privé Sainte-Anne et un établissement public, le lycée de Kérichen. Donc, combien y a-t-il d'élèves par classe dans ces établissements-là? Je ne le sais pas précisément, mais souvent on est de l'ordre d'une dizaine d'élèves. Bon, alors que les classes de latin sont souvent à 15, 20, 25, ça dépend un petit peu des situations. Le latin se porte moins mal que le grec aujourd'hui dans l'enseignement en France, et comme en dehors de l'enseignement, il ne se porte pas du tout, eh bien, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir parler de choses que certains d'entre vous connaissent, que d'autres ne connaissent pas, mais pour lesquelles ils ont une véritable curiosité. Alors, un tout petit mot avant de rentrer dans les questions à notre hôtesse du jour, sur le livre. Alors, le livre, effectivement, ce n'est pas une grammaire grecque, ce n'est pas un manuel, ça existe déjà. Et si vous voulez apprendre le grec, il ne faut pas lire ce livre-là. En revanche, si vous voulez trouver de bonnes raisons d'apprendre ou de vous familiariser un petit peu avec le grec, eh bien, ce livre est pour vous. Ce livre, c'est la manifestation d'une source perpétuelle d'étonnement face à la différence linguistique. La langue grecque est dépaysante pour de multiples raisons. Je ne veux pas parler à la place d'Andrea, mais elle est étrange pour nous parce que déjà, ce n'est pas les mêmes caractères. Ce serait vrai avec les langues indiennes ou d'autres langues, le chinois, le japonais, évidemment. Mais elle est aussi un étonnement perpétuel parce qu'elle invite à repenser le réel avec d'autres codes. Et ça, peut-être plus, mais ça va être une véritable question, peut-être plus que les autres langues, y compris le latin. Pourquoi? C'est un degré d'éloignement ou un degré de familiarité qu'on peut avoir a priori avec une langue. Alors, je passe tout de suite aux questions. Une première question. Le livre s'appelle « La langue géniale ». Et le sous-titre, c'est « 9 bonnes raisons d'aimer le grec ».
Alors quand j'ai ouvert le livre, j'ai regardé la table des matières et j'ai trouvé 7 chapitres. Alors pourquoi 9 bonnes raisons d'aimer le grec? Grazie e buonasera a tutti. Io parlo italiano, quindi stasera ci sarà anche una ragione per forse amare l'italiano. Grazie per essere qui, sono felicissima e devo lasciare il tempo? O parlo? Quando si ferma Perché 9 ragioni e nel libro ce ne sono 7? Perché in realtà ci sono poi un'introduzione e una conclusione, ma perché solo 9? Per me potrebbero essere 100 le ragioni per amare il greco. Io amo il greco, è per questo che ho scritto questo libro. Ora è 1 anno e mezzo più o meno che sto viaggiando per il mondo, davvero arriverei a 100, 120, dovrei scrivere forse 10 libri. In realtà la più grande ragione per cui io amo il greco e ho voluto condividere questo amore è proprio quello che diceva, ovvero la diversità di questa lingua, il fatto che chi studia latino, io stessa ho studiato greco all'università, mi sono laureata con una tesi poi di latino, scambia il greco come qualcosa di familiare, come qualcosa di vicino. No, non lo è, una lingua antica e diversissima dalla nostra, che può stupire, che può creare meraviglia. Quindi perché il greco oggi? Provare a capire il greco, io direi questo, apprendere una lingua viva, oggi che è bellissimo, io adoro le lingue, apprendere ad esempio il cinese può essere un colmare uno spazio, quindi vado a Pechino e qualcuno mi capisce, imparo il francese, arrivo a Brest e voi mi capite. Imparare il greco, amare il greco è colmare lo spazio, ma soprattutto il tempo, tutto quel tempo che intercorre tra chi quel greco l'ha parlato, non solo per scrivere l'Ilia dell'Odissea, ma per dire di sé a casa con la propria famiglia o in guerra, fino a noi, colmare quello spazio e dialogare con tutti coloro che hanno studiato il greco, quindi di nuovo non solo Omero, non solo Platone, ma Virgilio, che senza Omero non avrebbe mai scritto Iliade e Odissea, Dante, che non sapeva il greco, ma che di nuovo grazie a Virgilio e alla trasmissione dei testi del mito greco ha scritto la Divina Commedia per arrivare a Shakespeare, per arrivare a noi oggi, a tutti coloro che dialogano con il greco. Ok, donc je vais de mémoire, ok. Désolé, Donc, Andrea répond à la question sur le chiffre. Pourquoi 9 raisons? Il n'y a pas en réalité 9 raisons. Il y en aurait plutôt 100, plutôt 200. Il pourrait écrire 10 livres pour toutes les raisons qu'il y a pour aimer le grec. Donc, le chiffre 9 vient des 7 chapitres, plus l'introduction et la conclusion. Et voilà, on s'explique le chiffre 9. Mais toutes ces raisons pour aimer le grec, c'est une langue qui est, même par rapport au latin, d'une très grande différence, parce que cette différence implique aussi une différence dans la manière de penser, si je... Oui. Et elle dit elle-même qu'elle était une latiniste, donc ce n'est pas, disons, la différence entre le latin et le grec dans l'amour qu'on peut porter pour ces 2 langues. Et quand on imagine pourquoi on apprend une langue actuelle, une langue dite vivante, c'est pour combler un espace. On apprend le chinois, on peut aller en Chine et puis discuter avec les gens. Et par contre, si on apprend le grec, c'est pour combler le temps qui est passé entre les personnes qui ont parlé cette langue, qui ont écrit cette langue, et nous, actuellement. Et dans cet intervalle, il y a eu aussi tous les grands écrivains qui ont écrit à partir du grec. Il y a eu déjà Virgile, on n'aurait jamais pu écrire sans Homère, Homère, comme vous dites. Et Dante, évidemment, la Divine Comédie, et Shakespeare, et tous nos grands génies. Non, je crois avoir tout entendu dans les 2 langues. Le livre présente un certain nombre de caractéristiques de la langue grecque et il a un côté extrêmement linguistique. Et il s'adresse, en tout cas il se veut, pour tout public, toute personne intéressée par la question des langues ou intéressée par cette étrangeté, et une étrangeté
je signale qu'à la fin du livre, le dernier chapitre, c'est une sorte de résumé de l'histoire de la langue grecque depuis ses origines les plus lointaines dans l'indo-européen jusqu'au grec d'aujourd'hui, qui a cultivé une proximité avec le grec ancien qui n'existe dans aucune autre langue. Ni le roumain n'est aussi proche du latin, ni l'italien n'est aussi proche du latin que le grec d'aujourd'hui est proche du grec d'hier, d'avant-hier ou même d'avant. On pourrait dire peut-être qu'il y a une proximité, je ne pense pas que ce soit dit dans le livre, il y a une proximité peut-être entre l'hébreu d'aujourd'hui et l'hébreu qui est celui biblique, à cette différence que l'hébreu biblique est un hébreu écrit et qu'il en est sorti une langue parlée, alors que le grec a toujours été parlé. Alors, est-ce que vraiment ce public visé peut adhérer ou rentrer dans ce livre s'il n'a jamais fait de grec? On va lui parler d'optatif, on va lui parler d'aspect, on va lui parler de cas, de déclinaison, de choses grammaticales. Et la grammaire, parfois, pour certaines personnes, est ressentie comme des gros mots. En fait, parce que ne parlez pas d'un complément d'objet second. Non, la langue, ça se vit, ça ne s'analyse pas. Et il y a dans votre livre toute une série de petites anecdotes qui sont liées soit à votre expérience personnelle de l'apprentissage du grec au lycée, soit de certains élèves que vous avez eus et qui vous faisaient part de leurs difficultés ou de leur étonnement. Donc, est-ce que ce livre, pour quelqu'un qui a fait du grec, évidemment, il va rentrer dedans tout de suite, est-ce que ce livre va convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait de grec? Ora posso dirlo che sono qui a Brest e arrivo dalla Colombia. Sì, assolutamente. Questo libro è stato pubblicato e vengo da una tournée in Sud America dove non solo il greco non è minimamente studiato in quanto lingua, in quanto grammatica, ma nemmeno è conosciuto. Il libro era prima uscito in Italia, io sono italiano, ho frequentato il liceo classico, questo libro nasce dalle lezioni che io davo ai miei ragazzi del liceo classico, ragazzi alle prese con la grammatica, perché erano all'inizio dell'apprendimento del greco. Quando uscì in Italia nel 2016 mi sono poi trovata appunto nel dibattito che io chiamo più antico, del greco antico, che è greco sì, greco no, utile, inutile, quante ore, perché presentare, lo stesso è accaduto in Spagna, presentare invece questo libro in Cile, in Perù, in Colombia e arrivare poi direttamente qui, sono arrivata martedì per la Sorbona, mi ha restituito quello sguardo nuovo, esotico, che dal greco exotikos, che viene da fuori, proprio di chi il greco non solo non l'ha mai studiato, ma non ha mai nemmeno si è avvicinato alla lingua, come è accaduto in Sud America, ma aveva quella curiosità, quella meraviglia. E quindi mi è stato restituito come se fosse puro, una pagina bianca, senza appunto i dibattiti, con il vero piacere di stupirsi di fronte alla stranezza, possiamo chiamarla, l'irregolarità del greco, quindi a un ottativo. Cos'è un ottativo? Il sorriso bello di chi del greco non conosce nulla e vorrebbe saperne di più. Ok, bon. Donc Andrea répond à la question en précisant qu'elle revient d'une tournée d'Amérique du Sud dans laquelle elle a eu à faire avec un public qui pas seulement n'étudie pas le grec, mais qui n'avait jamais entendu parler du grec. Je ne parle pas assez fort. Ok, dans le micro. Donc, je répète alors. Andrea disait qu'elle revient d'une tournée en Amérique latine où pas seulement les gens n'avaient jamais étudié le grec, mais ils ne connaissent même pas l'existence de cette langue. Donc ça a permis en quelque sorte de revoir dans les yeux du public le grec de manière neuve, comme une page blanche, comme cette idée d'émerveillement face à une langue si différente, si complexe, avec des concepts aussi qui n'existent pas dans les autres langues, comme l'octatif, optatif. Et donc, peut-être pas en Amérique latine. Dans d'autres langues. Et j'ai perdu le fil. Donc, oui, ce livre s'adresse bien sûr à tout le monde,
même aux gens qui ne connaissent pas le grec. Aggiungo questo. Certamente un libro che divide, sono molto d'accordo sull'introduzione. Per chi è ellenista, per chi ha studiato greco, difficilmente imparerà una nozione in più, una regola grammaticale nuova. Magari ripenserà a qualcosa che già sa. Per chi non ha studiato greco, non l'ha mai sentito nominare, è difficile, mi è stato spesso detto, pur avendo aneddoti, parti narrative, ma sapevo quando lo stavo scrivendo cosa non volevo fare. 2 cose non volevo fare. La prima, dare lezioni dall'alto di una cattedra e dire il greco è più importante del latino, di qualunque lingua al mondo. E la seconda, appiattire verso il basso, banalizzare le cose. A me piace la sfida delle cose difficili. Quando non so, io sono contenta perché ho qualcosa da imparare. Oui, donc évidemment que les hellénistes, le débat peut être posé, peut être mené. Les hellénistes vont s'y retrouver davantage, ils n'ont pas des notions à prendre à proprement parler dans ce livre, et les non-hellénistes vont avoir une difficulté à appréhender ce livre. Mais justement, c'est le défi que Andrea s'est posé, c'est de mener ces lecteurs vers le haut, quoi, de ne pas simplifier des concepts complexes. Il y a, à la page 131 et à la page 191 de votre livre, là je fais mon petit pivot. Alors à la page 100, donc vous avez 2 expressions qui sont assez intéressantes où vous dites, en fait, pour bien aborder la langue grecque, au lieu de l'aborder à partir des catégories qui sont celles de nos langues, il faut rentrer dans la langue, il faut penser comme les Grecs. Et vous dites à la fin de votre ouvrage que, en fait, vous-même, eh bien, vous pensez grec ancien. Et alors, vu comme ça, on peut se demander, bon, c'est très bien, moi je trouve ça admirable, j'ai du mal même à penser en latin alors que je suis professeur de latin. Est-ce que finalement, ça n'est pas une attitude nostalgique de repli sur le passé, alors que notre monde nous invite vers des horizons qui sont des horizons numériques, qui sont des horizons de l'image, du son, et puis pas des livres, et puis la traduction, à quoi ça sert? Donc, nostalgie ou présence accrue au monde d'aujourd'hui? Nostalgia è una delle mie parole preferite, che peraltro non è greco, è fondata su parole del greco antico, ma non è antica, è stata coniata nel 1700 da nostos, ritorno, e algos, il dolore. Anche questa mattina mi è stata posta la stessa domanda in una trasmissione, se nostalgia sia un rifugio, uno scappare dal presente per tornare nel passato. Eppure per me no, assolutamente. Se si pensa al Rinascimento, io sono italiana e sono di Firenze, durante il Rinascimento l'obiettivo non era soltanto quello di salvare i testi antichi, ma era quello di rinascere, peraltro dal verbo nascere in greco, creare, gignomai, deriva la radice dal titolo al libro, geniale, come lingua creativa. Il Rinascimento si proponeva di non ricreare l'antica Grecia, di ritornare all'epoca di Pericle, ma di migliorare l'epoca presente, quindi il 1400, grazie agli insegnamenti antichi. Quindi per me questa nostalgia non è fuga, ma anzi è proposizione, è voglia di costruire il futuro attraverso una visione del mondo che secondo me non può prescindere dall'antico. Io ho 31 anni da quando studio, da quando vivo nell'epoca del postmodernismo, post-ideologia, post-capitalismo, post-umanesimo. Forse credo che anche il successo di questo libro e di altri sia che abbiamo tutti bisogno di un cioè di ritornare a noi stessi. Donc, Andrea dit que nostalgie, c'est le son mot préféré. Donc, il rappelle que ce n'est pas un mot grec, mais qu'il est bien du grec. Donc, la douleur du retour. Et qu'il ne faut pas l'avoir
dans son élément le plus négatif, mais comme un élément de créativité. Donc cet retour aux sources pour mieux vivre le présent, il rappelle la Renaissance, qui est justement ça, recréer un monde à partir de l'ancien, du monde ancien. Donc pas cette nostalgie à proprement parler qui fait que l'ancien devient plus important que le présent. Et donc c'est le titre qui est donné à l'ouvrage. Donc cette langue géniale, cette langue créative qui est le grec. Alors j'en profite pour dire que dans le livre, il y a un aspect qui est très intéressant. Alors c'est un aspect qui peut agacer parfois le lecteur qui voudrait suivre le cours du propos, mais vous avez régulièrement des encadrés qui vous permettent de faire le tour soit d'un mot qui est porteur de sens. Le mot nostos, justement, d'où vient la nostalgie, qui signifie le retour des guerriers grecs qui sont allés combattre à Troie. Et le nostos le plus difficile, c'est celui d'Ulysse qui n'arrive pas à rentrer. Bon. Donc il y a des petits encadrés comme ça qui sont soit sur une notion grammaticale, soit sur une notion qui est propre au grec, même si ce terme de nostos, comme vous le disiez, la nostalgie, ça vient de algein, souffrir, et nostos, le retour, donc la douleur de ne pas rentrer. Et en même temps, ce mot-là n'a pas été inventé par les Grecs, mais il a été inventé à partir de mots grecs. Et je pense que ça, c'est un élément qui est particulièrement intéressant sur cet aspect créatif de la langue grecque, parce que le grec donne encore aujourd'hui, et même pour les sciences, et peut-être même surtout dans les sciences, les racines qui permettent de nommer de nouvelles choses. Et donc, si on voulait faire une démonstration du caractère génial de cette langue, je crois qu'on ne pouvait pas en faire de meilleure. Alors j'avais une question qui est une question peut-être un petit peu franco-française. Vous savez peut-être qu'en France aujourd'hui, il y a un débat parfois assez vif sur la façon de désigner les noms de métiers de façon à ce que les femmes ne soient pas obligées de se mettre au masculin. Voilà. Et il se trouve que dans votre livre, vous dites deux choses intéressantes et qui pourraient peut-être nous permettre de prendre du recul par rapport à ce débat. Faut-il mettre des E partout? Comment terminer? Est-ce que un traducteur, une traductrice, ça pose pas de problème? Mais un auteur, une autrice, moi, ça me pose pas de problème. Après, c'est une question d'habitude. Mais un auteur, une auteure, un professeur, une professeure, un chef de cabinet, une chef de cabinet. Bon, il y a des choses qui surprennent et qui nous interrogent. Or, le grec a trois genres, comme l'allemand d'ailleurs, au passage. Et finalement, est-ce que la question du genre n'a pas été... Pour nous, on a un débat qui est un petit peu le débat je dirais, d'un unijambiste. On n'a qu'une jambe parce qu'on n'a que deux genres et on n'arrive pas à penser les choses différemment. Donc, est-ce que le fait que le grec ait trois genres nous permettrait éventuellement, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, ce débat, s'il existe, s'il peut alimenter ce débat en le dédramatisant? Et la deuxième chose que vous dites dans votre livre, j'imagine que vous savez de quoi je vais parler, c'est que Andrea, pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Andrea, ça se termine en A, et donc on l'entend comme Carla, comme d'autres A connus, Philomena. Mais en Italie, c'est un nom de garçon. Or, il me semble que... Et en France ? Andrea, bon, André en France, mais André peut-être féminin en France aussi. Donc le fait que vous portiez de façon magnifiquement féminine un prénom masculin, est-ce que ça ne nous permet pas de prendre du recul par rapport à ces débats qui sont parfois très passionnels? Questa domanda non è solo francese, anzi mi è stata posta in Italia dove si ha la stessa situazione, quindi sindaco, sindaca, professore, professora, per me parole terribili, aberranti. La stessa è stata posta in Spagna dove c'è, io non parlo lo spagnolo, ma lo stesso dibattito, quindi di nuovo il greco è fecondo, anziché morto, perché suscita ovunque negli esseri umani le stesse domande. Il neutro può essere una buona soluzione per emancipare, riconoscere il valore femminile? No, assolutamente. Intanto perché il neutro del greco antico era un numero, era un genere diverso da quello che noi immaginiamo, quindi non distingueva, la distinzione non era basata sul sesso, maschio, femmina, neutro, ma sulla vita o l'assenza di vita nelle persone o negli oggetti. Il neutro era soprattutto per l'atto del pensiero, ma in generale la lingua e la linguistica
La lingua cambia quando cambiano gli esseri umani, non viceversa, quindi non si può prima cambiare la lingua, inventare una parola nuova e aspettare che le persone pensino in un modo diverso. È il processo opposto. Io sono assolutamente convinta che differenziare grammaticalmente significhi anche differenziare nella realtà. Sono forse amo troppo Wittgenstein per dire i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. Io sono donna, ho anche un nome da maschio in Italia, tuttavia ho fatto direttamente pace col mio nome, anche se la sua radice è quella di Aner, uomo, maschio, quindi non si può scappare. Ma io vorrei essere rispettata in quanto donna, avendo le stesse opportunità, gli stessi diritti, essere pagata lo stesso di un uomo, avere accesso alla stessa carriera, senza il bisogno che ci sia una A, una E, una neutro a riconoscere che io valgo. Vorrei che questo è compito dell'educazione, non della grammatica. Donc encore une fois, le grec se révèle comme une langue qui n'est pas morte, mais qui est source d'interrogation, source de réflexion. Et c'est vrai que s'il y a 3 genres grecs, c'est parce qu'il y a un système de pensée différent. Et ce débat sur la grammaire, est-ce que la grammaire doit changer le monde ou c'est le monde qui après change la grammaire? Le débat qui fait rage en Italie aussi sur la féminisation des mots, s'il ne s'accompagne pas un réel changement de la manière de traiter les femmes, de les respecter, de les payer de la même manière que les hommes, etc., n'a pas de sens si on le limite à un changement de la grammaire et des noms. Il y a une question donc aussi qui est présente dans votre livre de façon constante, surtout quand on lit les expériences qui sont les vôtres au lycée. Je ne ferai pas de commentaires trop longs sur l'enlèvement des Sabines, il rato dei Sabini, ou quelque chose comme ça, Sabine. Merci. Et parce que le rapt des Sabines, parfois, quand on est un petit peu stressé par la version à faire, ça peut se transformer en rat des Sabines. Et donc on est en plein dans une question qui se pose quand on apprend les langues anciennes, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour le plaisir du dépaysement ? Est-ce que c'est pour traduire ? Parce que l'exercice qu'on faisait dans les lycées de France, et qu'on ne fait pratiquement plus dans les lycées de France, et qu'on fait encore dans le Liceo Classico d'Italie, c'était l'exercice de version. Je peux vous dire, les étudiants qui arrivent en première année, généralement, à quelques rares exceptions près, ici à Brest et partout ailleurs en France, n'ont jamais fait une version latine. Ils préparent un oral pour le bac. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que traduire. Alors, on pourra nuancer, bien sûr. Il y a beaucoup de professeurs qui font cet exercice-là. Alors, pourquoi traduire ? À quoi sert de traduire aujourd'hui, étant donné que je fais un peu l'avocat du diable, hein, vous le comprendrez bien. Alors que, bon, traduire Homère, mais ça a été traduit des centaines de fois, traduire Virgile, mais à quoi bon ? Il y a encore une traduction qui est sortie il y a 3 ans. Bon, à quoi sert pour un élève de lycée de traduire des choses qui ont déjà été traduites ? Allora faccio anch'io l'avvocato del diavolo. Perché studiare latino o greco, imparare una lingua per non utilizzarla, per non tradurre? È solo quindi divertente imparare l'ottativo o il genitivo assoluto? La lingua quindi è la grammatica? Non credo. Anche in Italia non si usa tradurre più alla scuola superiore, quindi ci si trova a sapere a memoria tutte le regole grammaticali e a non sapere che farne e a confondere, come quando ero studentessa io, il vero senso della lingua greca, latina. Il francese a me serve per capirla, non mi serve per sapere, serve per parlare, serve per dire di me. E i testi greci, è vero, sono stati tradotti 100.000 volte, per fortuna, tuttavia non saranno mai tradotti come li può tradurre la singola persona, perché la traduzione non è un esercizio meccanico, in greco è uguale a in italiano o in francese. C'è molto di noi, io quando insegno sono felicissima di trovare su 30 ragazzi 30 traduzioni, tutte diverse, tutte possono essere corrette, perché c'è parte
della persona e del suo modo di essere nell'utilizzare le parole nella lingua finale. Viceversa sarebbe il mondo di Google Translate. Alors, malheureusement, en Italie aussi, maintenant, on apprend la grammaire, mais on ne traduit plus. Alors, pourquoi traduire, même si ces traductions ont été faites des dizaines de fois? Parce que chacun traduit dans sa propre langue, en quelque sorte. Chaque traduction a quelque chose de la personne qui traduit. Et donc, André a dit que quand il est face à des étudiants et qu'il y a 30 traductions différentes, et il est ravi de constater que chacun a trouvé sa propre traduction et son propre accès à la langue écrite. Ce que vous venez de nous dire sur la traduction, le fait qu'il y a autant de traductions que de traducteurs, ça nous renvoie à la subjectivité de chacun. Et ça nous permet peut-être de comprendre un des aspects qui apparaît dans votre livre et qui est important, même si ça ne fait pas l'objet d'un vrai chapitre. Il y a un grand chapitre sur la traduction. Donc évidemment, en vous posant la question, je savais bien que ça servait à quelque chose. Et ce n'est pas moi, prof de latin à la fac, qui va dire, et traducteur en plus, qui va dire que ça ne sert à rien, évidemment. Mais puisque c'est aussi subjectif, est-ce que la rencontre avec des textes et la nécessité de les faire passer de leur langue en les comprenant, pour parler de façon très familière, dans leur jus, dans notre langue à nous, en les faisant passer dans le jus de la langue française, dans le jus de la langue italienne, est-ce que c'est pas finalement, pour chacun qui se lance dans cette aventure, est-ce que c'est pas une rencontre avec soi-même? Proprio così, è questo il senso della traduzione, di qualunque lingua. Questo capitolo, che è dedicato in parte alla traduzione, nasce proprio dai miei ragazzi, dai miei studenti, che mi dicevano: interessante capire l'ottativo, il duale, ma come devo tradurre? Mettendo parte di te sul testo, so che fa paura. Io ho sempre paura quando traduco, anche adesso se dovessi tradurre. Ho paura di parlare in francese, è una lingua così vicina che io comprendo tutto, ma ho paura di parlarne, perché si sentirebbe come sono, quindi è più semplice se traduce Filomena. Anche io ho paura, ma aussi j'ai peur de traduire. Tradurre è un esercizio, per me una palestra, proprio un ginnasio nel senso greco di palestra, di libertà. Perché se si cerca sul dizionario, che sia di greco sia di francese, il significato di qualunque parola, ci saranno, almeno per la più semplice, ci saranno 30-50 possibilità di scelta. Ecco, quella è la libertà. Tutti vogliamo essere liberi ma la libertà impone di scegliere su quelle 50 parole. Tutte saranno forse più o meno corrette, ma una sola sarà quella che sceglierà Andrea, che sceglierà Filomena, che lei sceglierà. E la scelta di quella parola significa rinunciare a tutte le altre, ma attraverso appunto il senso che si sceglie si sta dialogando con se stessi, dialogando a nostra volta con il testo di Platone, perché non potremo mai telefonare a Platone e chiedere: è giusto questo oppure pensavi diversamente? C'è questa assunzione di responsabilità, di stile personale, di stile individuale che è irrinunciabile nell'uniformità contemporanea. Traduire à la fois un acte qui effraie, qui fait peur, mais un acte de liberté, parce que ça implique un choix un choix des mots, un choix qui devient une sorte de dialogue avec soi-même et aussi avec l'auteur qu'on traduit, une sorte de dialogue à distance avec Platon, par exemple, qui ne pourra pas nous répondre. Et donc ça nous oblige à faire des choix dans la traduction et à assumer ces choix. Alors, puisqu'on parle de liberté, il y a de votre part un parti pris lorsque vous parlez du système d'organisation des temps en grec et dans les langues romanes, qui est particulièrement intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des différences absolument sidérantes de prise en compte de l'action. Mais je pense que, je vais lire ce que vous nous dites, les Grecs qui étaient libres se demandaient toujours comment. Les Grecs qui étaient libres. Nous qui sommes prisonniers
nous nous demandons toujours quand. Alors, vu comme ça, on se laisse complètement bercer par votre rhétorique et cette opposition, la liberté, la prison, le comment, le quand. Mais en quoi est-ce que la question du temps, de son déroulement et du moment où se passe l'action, en quoi est-elle emprisonnante? Questo capitolo è quello che ha dato origine al libro, proprio da una domanda di uno studente che mi chiese perché i verbi greci sono così difficili, che bisogna irregolari, che dobbiamo impararli a memoria. Io gli avevo detto perché è una lingua straniera e quindi bisogna studiare. In realtà poi ci ho pensato meglio, tornata a casa, e ho scritto questo primo capitolo, perché anch'io non avevo ben capito la tale differenza di portata che c'è tra un verbo presente, orao, sto guardando, e un perfetto il suo risultato, che è oida, so perché ho visto. Orao, oida insieme non mi ricordano molto, sono difficili da prendere come parte di uno stesso verbo. Non solo il greco ha l'aspetto, tante lingue contemporanee lo hanno grammaticalmente, noi non l'abbiamo più grammaticalmente nelle nostre lingue latine, ma c'è differenza tra azione momentanea e azione durativa. Bevo, sto bevendo, je suis en train de, je parle, è diverso questo. Tuttavia l'aspetto, come si può dire, il valore aspettuale del greco era predominante sul tempo. In coda siamo prigionieri noi, nel fissare nella linea gli eventi che ci accadono in passato, presente e futuro, senza valutare che per certe azioni della vita, per certi dolori, certe gioie, saranno per sempre all'auristo. Io non mi domando mai quando è accaduto di aver perso un genitore, mia madre, non mi domando mai quando esattamente, un anno fa, mi domando come mi ha lasciata. Questo per me è il valore di liberarmi dalla memoria forzata e rientrare nella consapevolezza di sé. Oui. Donc, ce livre est né d'une question posée par un élève, un étudiant. Pourquoi il faut apprendre par cœur ces verbes grecs qui sont difficiles? Donc, la première réponse d'André a été parce que c'est une langue étrangère, il faut les apprendre pour les connaître. Et puis après, il s'est posé la question et voilà, elle a écrit ce chapitre et après a donné naissance au livre. Et cette idée donc les verbes qu'on utilise dans nos langues actuellement nous laisse prisonniers dans le sens où le monde est divisé en présent, l'idée du présent, du passé, du futur, et il manque toutes ces nuances que le grec peut donner. Après, je laisse Benoît bien expliquer là. Les nuances que donne l'aspect du grec, c'est-à-dire la façon dont la chose s'est déroulée, la perception qu'en a le locuteur. C'est-à-dire que pour une même action qui s'est passée au même moment de la même façon, un locuteur grec va être capable de dire que c'est l'action en elle-même qui lui importe. L'autre pourra dire, pour la même action, la façon dont ça s'est déroulé, dont ça s'est développé dans le temps. Et c'est ça qui importe, c'est ce qu'on appelle l'aspect. Et l'aspect est une chose qui est très étrange pour un jeune homme, une jeune fille qui découvre le grec. On lui dit, bon, bah alors pour le grec, attention, tu vas voir, tu n'oublies pas le présent, le passé, le futur, mais tu vas penser l'aspect du grec. Est-ce que l'action est ponctuelle? Est-ce que l'action s'étale? Est-ce que l'action a encore des répercussions aujourd'hui? Et bon, ce sont des nuances qu'on sait dire en italien et en français, mais en ajoutant des périphrases, comme le disait Andrea, je suis en train de... donc le déroulement, où c'est fini, c'est une bonne fois pour toutes. On est obligé d'ajouter des choses. Alors que le verbe en lui-même, en grec, sa forme permettait de dire tout ça. Et un des éléments qui est majeur dans le livre aussi sur la présentation du grec, c'est qu'à la différence des langues occidentales d'aujourd'hui, le grec est une langue extrêmement synthétique. C'est-à-dire qu'il lui suffit parfois d'une tournure pour faire comprendre ce qu'on est obligé de nous traduire avec 4-5 mots. Et cette différence-là, je pense qu'aussi ça fait partie de cet étonnement et de cette admiration, parce qu'en plus, je pense que dans cette concentration, il y a une potentialité de compréhension beaucoup plus large qu'avec davantage de mots.
Et c'est peut-être ça qui vous fascine aussi dans le grec et qui vous parle, parce que quand vous dites que c'est créatif, c'est que c'est une langue qui laisse... Ça ne veut pas dire qu'on peut dire aussi bien... je peux me permettre une petite anecdote. Quand je préparais l'agrégation de lettres classiques, je partageais un appartement avec un frère et un cousin, et ils se moquaient de moi un petit peu sur les versions grecques. Alors, il disait, ben voilà, Benoît est en train de traduire une version. Alors, il est question d'un général qui demande à ses troupes de se rassembler pour éviter de tomber dans le piège tendu par les adversaires. Enfin, il n'est pas tout à fait sûr, parce que c'est peut-être l'histoire d'un pêcheur qui lance son filet pour capturer les poissons. On n'est pas sur cette largeur d'interprétation. Mais en fait, le grec est une langue subjective qui dit le ressenti du sujet, beaucoup plus que nos langues qui sont analytiques et qui disent la vision extérieure que les autres ont du sujet. Et dans cette mesure, c'est une langue qui nous renvoie à nous-mêmes beaucoup plus que d'autres langues. Tout exercice de traduction est un exercice de confrontation de soi-même à l'autre, évidemment, et donc cette altérité est extrêmement enrichissante. Mais le grec le fait encore plus parce que ça nous renvoie à notre intime, alors que d'autres nous extériorisent. On n'a pas besoin de s'impliquer subjectivement. Grazie, bellissima. Anch'io definisco il greco una lingua intima, privata, e per questo fragile, perché se un duale non è obbligatorio per grammatica, ma è lasciato alla libera scelta di chi il greco l'ha parlato e l'ha scritto, per questo che poi tende a scomparire. Se non c'è una regola che fissa, ma è lasciato alla libertà, è una cosa preziosa e dunque fragile, che è così come l'aspetto verbale che poi tende a scomparire, a essere normalizzato ben presto nella storia del greco. La liberté est quelque chose de fragile et donc a tendance à disparaître si on ne la fixe pas dans des règles précises. Alors, vous parliez des raisons qui vous ont amené à écrire ce livre. En particulier, c'est l'expérience, d'abord le souvenir de votre propre formation et des interrogations qui étaient les vôtres, et surtout la confrontation avec des élèves qui demandaient des explications, qui demandaient le pourquoi. Alors ce qui est intéressant, c'est déjà que les élèves ne demandent pas souvent, quelquefois si, parce qu'ils veulent être impertinents, à quoi ça sert. Bon, on sait très bien que cette question, si on pose ça pour beaucoup de choses, on dira à rien. À quoi ça sert de faire des maths pour moi qui ne veut pas devenir ingénieur, qui ne veut pas... bon, mais voilà, la question du pourquoi, elle se pose partout. Sauf qu'il y a peut-être des despotismes de certaines matières sur d'autres. Bon. Et vous vous êtes rendu compte qu'il fallait expliquer des choses dont vous aviez conscience par vous-même, mais vous aviez besoin d'aller plus loin que votre intuition. Parce que quand on explique, quand on présente, l'intuition ne suffit pas. Sinon, on traduit au pifomètre. Et puis, oui, ça doit vouloir dire ça, alors. Et je me posais la question de savoir si votre livre qui sort, il est sorti il y a 2 ans en Italie, c'est uniquement comme motivation de partager votre amour du grec, c'est certainement cette motivation-là, mais si ça ne rejoignait pas une situation dans le monde scolaire italien dans lequel le grec, le latin peut-être aussi, mais le grec serait mis en danger. Grazie. In realtà è vero, io sono partita scrivendo dai miei ricordi di ragazza che si avvicina al greco, una lingua con un alfabeto diverso, per la prima volta e soffre a casa la sera studiando la grammatica, e quelli dei miei ragazzi di adesso che hanno 15 anni meno di me stanno soffrendo tanto quanto me, e probabilmente anche i nostri nonni hanno sofferto allo stesso modo. Tuttavia c'è una parte del libro che cambierei, che è questo mio essere critica con l'insegnamento. In realtà è una cosa molto prustiana, io rivivevo attraverso di loro le mie stesse paure, come se qualcuno mi stesse per interrogare oggi sulla terza declinazione in greco. La più grande sorpresa in 2 anni è stata l'entusiasmo, il sincero appoggio con cui questo libro, che non era indirizzato agli insegnanti, è stato accolto dagli insegnanti italiani, ma anche qui
in Francia è stato bellissimo, perché io sono critica, sono ironica, si vede che sono ancora la studentessa che ha paura e l'avrò sempre questa paura, anche solo di leggere in greco antico. Però come giustamente dicevi, nello spiegare le domande sono splendide, quelle dei ragazzi, non sono mai banali, quindi richiedono sempre una risposta precisa che delle volte non esiste, perché la bellezza di una lingua arriva a sfiorare la poetica fino a qualcosa di sacro che arriva all'anima. Quindi l'intuizione non basta, serve qualcosa appunto di più per toccare le corde dell'anima. E il fatto di avere così tanti insegnanti che mi hanno detto non importa, è vero, questo non è una grammatica di greco e quindi non si prende un buon voto leggendo questo libro, ma magari allontana un po' la paura, ci fa anche sentire meno soli. Andrea dit que quand elle a commencé à écrire ce livre, elle avait en tête tous les peurs en tant qu'étudiante de grec, la peur d'être interrogée, la peur de devoir mémoriser tous les verbes, toute la grammaire, et la peur aussi de ses élèves aux prises avec les Grecs, aux prises avec des questions pour lesquelles il n'y avait pas toujours une réponse. Et donc, elle a été agréablement surprise et donc émue de voir comment ce livre était reçu partout par les enseignants. L'enthousiasme qu'ils ont montré en lisant ce livre et l'intérêt pour cette démarche qui finalement, paradoxalement, allait tenir loin la peur du grec. Et donc, la dernière phrase, je ne me souviens plus. Appunto, magari condividendo, trovandomi io, come direbbe Dante, nel mezzo del cammino della mia vita, condividendo le mie paure di studentessa e le mie paure di insegnante, ci siamo sentiti molti meno soli. Donc, en partageant ces peurs d'étudiante et d'enseignante, voilà, elle s'est sentie beaucoup moins seule. Donc, ça a été le grand avantage de ce livre. Tant que la pile est là et qu'on m'entend, je remettrai ça en place après. Peut-être une dernière chose avant de conclure et de passer à une séance de signature qui est traditionnelle après les présentations. On a affaire ici à une traduction française d'un ouvrage écrit en italien sur une langue tierce. Donc ça fait beaucoup d'éléments de traduction. Alors, j'ai remarqué une chose qui m'a interrogé. Le traducteur de votre ouvrage, lorsqu'il y a des textes grecs qui sont cités, recourt systématiquement à la traduction qui est accessible dans la collection des universités de France, qui est publiée aux belles lettres, à tout seigneur, tout honneur, évidemment. Est-ce que les traductions que vous avez données des textes grecs que vous avez cités étaient des traductions personnelles? In italiano sì, tutte nel libro italiano sono mie, tranne il prologo della Medea di Euripide, perché avevo talmente paura che ho affidato la traduzione a una grande traduttrice italiana, una grecista italiana, Maria Grazia Ciani, che mi ha sostenuto nella stesura di questo libro. Per il nuovo libro, che uscirà in Italia a marzo, ho preso un buon numero di libri della collezione Boudet, ho superato la mia paura e li ho tradotti io, con tanta paura et tanta fatica. Donc Andrea dit que toutes les traductions qui figurent dans la version italienne, c'est des traductions personnelles, sauf le prologue de la Médée d'Euripide qui a été confié à une traductrice. Maria Grazia Ciani. Maria Grazia Ciani. Mais que pour le nouveau livre en préparation, il a pris le courage de faire ses propres traductions, en dépassant la peur de la traduction. La sfida. Et le défi aussi. Et il y a, du fait de la traduction, parfois quelques petits décalages. Je voulais vous en signaler un, parce que je ne sais pas si vous avez lu la traduction, j'imagine, au fur et à mesure pour donner votre aval. Il y a un exemple qui illustre le système de la langue grecque qui est fondé sur
la flexion nominale, ce qu'on appelle les cas. Vous savez, pour ceux qui ont fait du latin et du grec, hein, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, les différents cas. Donc, c'est la forme de la terminaison du mot qui permet de savoir le rôle joué par le mot dans la phrase. C'est-à-dire que si en français vous dites Pierre tue Paul, c'est très clair que l'assassin, c'est Pierre. Mais que dans ces langues-là, le latin comme le grec, on peut dire Paul, tuer, Pierre, et selon la terminaison de Pierre et la terminaison de Paul, ben on sait lequel est victime et lequel est l'assassin. Alors qu'en français, l'ordre est contraint. Donc quand vous parliez de liberté sur la langue grecque, effectivement, c'est une langue qui a cette liberté de placement et qui a la possibilité, alors ici en Bretagne, je ne parle pas breton, mais je sais quelques petites choses de la langue bretonne. Dans la langue bretonne, le premier mot de la phrase, c'est le mot qui est le plus important dans le message qu'on veut transmettre. Donc, on n'a pas cette liberté en français. Et si vous pouvez dire le livre, c'est lui que j'ai aimé. Bon, plutôt que de dire j'ai aimé le livre. Vous avez des présentatifs, mais on est obligé de recourir à des systèmes complémentaires qui alourdissent la phrase. Et donc, quand vous expliquez que on peut mettre le nominatif en première position ou en deuxième position. Vous avez un exemple qui en italien, à mon avis, est absolument sans ambiguïté, mais qui en français peut faire un petit peu bondir et surprendre. L'exemple, c'est le libraire loue le garçon. Et le problème de la location ou de l'éloge, c'est qu'en français, c'est le même verbe pour dire faire l'éloge d'eux ou acheter les services d'eux. D'où l'ambiguïté, et je suggérais aux éditions Budet, éventuellement, de proposer pour l'édition française, s'il y a un nouveau tirage, de modifier, de mettre peut-être une petite note en disant on a modifié parce qu'en français il y a une ambiguïté qui n'existe pas dans la version italienne. È bellissimo questo, perché di nuovo è un metalibro. Stiamo parlando 3 lingue, scritto in italiano, tradotto in francese per raccontare il greco, ma è quella libertà di nuovo. Il greco non è la sola lingua al mondo coi casi, anche il latino. Io ora sto studiando il russo, le lingue slave, serbo-croato, anche loro hanno i casi, però c'è un certo ordine delle parole. Come diceva un mio professore all'università, non c'è un solo greco antico, al di là dei dialetti. C'erano tante lingue greche antiche, tanti sono stati greci che l'hanno parlato, tanta era la libertà. Evidentemente non c'è un solo francese, quindi dovremmo farlo correggere. Grazie. Il y a tant de Grecs anciens, quasiment, qu'il y avait des personnes, chacun pouvait avoir la liberté de créer sa propre langue, bien plus que dans nos langues. Voilà, merci. Et à vous. Est-ce qu'il y a éventuellement une question dans la salle? Moi, j'ai une question. Ah. Mais moi, j'aimerais savoir quelque chose plus sur les Bretons, si quelqu'un, brièvement. Mais après. Maintenant, je vais répondre. Vous avez parlé de la traduction d'un texte écrit. Le capitale française, vous avez parlé de la traduction d'un texte écrit et vous avez parlé du choix des mots. Pour la déclamation, un poème ne se traduit pas, il se déclame. Est-ce qu'il y a aussi des choix pour essayer de, pas d'être fidèle à une prononciation que vous ne connaissez pas, mais d'inventer une prononciation? À partir de quoi? Je peux essayer en français, mais la chose plus belle du grec, c'est que tout était un poème. Aussi la prose. Aussi la prose. Parce que le grec était une langue musicale. Il était fondé entre la différence de quelle langue? Loyenne et brève. Donc tout était musical, tout était poésie. Aussi le dialogue de Platon. Oh, c'est difficile de le traduire, bien sûr, parce que quand moi j'ai traduit, je pense, à Les Argonautes, un poème, je ne respecte pas pas vraiment, je ne peux pas respecter la part musicale, mais je le peux adapter. Je traduis le Gorgia, le Palamène,
par Gorgias. Et donc c'est une oration et j'ai utilisé quelques expressions très colloquiales italiennes pour faire passer à entendre qu'il n'était pas un livre, il était prononcé en face du public, il était une oration, tout ça. Mais c'est vraiment difficile de regarder ça, mais c'est super. C'est la chose plus fragile et délicate. Merci à vous. Allez-y. Je crois que vous parlez des langues slaves, non? Oui, parce que l'étonnement de l'optatif, les duels et tout ça, là, au risque qui existe en vieux slavon, en serbo-croate, bulgare, etc., on est moins étonné du grec quand on parle des langues slaves. Est-ce que vous avez découvert ça après? Vous avez d'abord découvert le grec et puis le reste? Pas vraiment. Je pense que j'ai commencé à étudier le serbe-croate avant d'écrire ce livre, mais j'ai toujours connu la catégorie que les langues slaves ont l'aspect. Donc c'est super, mais c'est encore quelque chose de différent, je pense. Oui, c'est toujours vivant. Ce n'est pas seulement le grec ancien, l'optative et l'aspect, oui. Mais c'est différent parce que nous pouvons parler les langues slaves aujourd'hui. Personne parle le grec antique, le grec ancien. Donc, c'est très difficile de l'amener à nous, ces conceptions. Pour moi, c'est vraiment normal de dire... Ja pišem knjigu, je suis en train d'écrire un livre et napisala sam mail. J'ai écrit un mail, c'est serbe-croate. Et donc c'est l'aspect du verbe écrire. Mais en grec, c'est un peu, je pense que c'est encore plus compliqué et plus profond. Non, je pense que plus c'est étonnant. Je pense que quand en langue ça va se perdre une partie de notre âme. Mais quand nous trouvons notre langue, on retrouve aussi une partie de notre âme. De notre âme, anima? Âme. Désolée. C'est la première fois que je parle français devant. Donc, merci. Je suis étonnée. Et votre question pour les Bretons? Oui, mais je ne peux pas. J'aimerais savoir quelque chose un plus sur les Bretons. Mais je ne peux pas me répondre moi-même. Nous sommes en Bretagne. Donc, quelqu'un me peut raconter quelque chose sur les Bretons? Les Bretons ne sont pas aussi susceptibles que les Corses. Mais moi, je ne connais rien, donc j'ai besoin d'un guide, j'ai besoin de mon Virgilio. Sur le breton, sur la langue? Oui, sur la langue bretonne. Sur la lingua. C'est quelqu'un. Il y a des locuteurs de breton dans l'Assemblée? Pas ce soir. Pas ce soir. Ok, je vais acheter un livre, merci. Non, c'est une langue qui est en train de perdre ses locuteurs, puisque c'était surtout une langue vivante dans l'agriculture, dans la pêche, dans le commerce ordinaire. Et en milieu urbain, ça a disparu progressivement. Dans ma jeunesse, dans les années 60, on parlait encore sur les marchés, quand les gens de la campagne venaient en ville, le breton. Mais maintenant, on réapprend un breton unifié entre les différents dialectes qui existaient, puisqu'il y avait 4 dialectes principaux. Bon, ça c'est l'histoire, mais enfin, on est encore quelques-uns à militer pour que le breton continue à vivre.
et en essayant de continuer à pratiquer un petit peu, ce qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas le même. C'est un breton refabriqué par rapport à un breton d'enfance, si vous voulez. Mais c'est très important, c'est comme les langues anciennes, parce que c'est notre façon de penser, sans même qu'on le sache, qui est imprégnée par la façon bretonne de penser, qui est très différente. C'est-à-dire on commence par la chose importante, en général l'action. Les sujets, c'est un peu secondaire, ça vient après, et il y a une plus grande importance du collectif. Dans le collectif domine par rapport à l'individualisation, qui est seconde grammaticalement, mais enfin, je ne suis pas du tout grammairienne. Hein, du tout. Je voudrais sortir avec vous ce soir parce que c'est très... Merci. D'autres questions? Oui, donc moi je suis complètement néophyte par rapport au grec ancien. Et donc, par contre, je vais régulièrement en Grèce depuis une dizaine d'années. Et donc, les Grecs, aujourd'hui, refusent complètement l'assimilation du grec ancien au grec moderne. Et donc, ils disent que ce n'est pas la même langue. Oui, c'est pas la même. Et donc, pourquoi il y a cette... Parce qu'on sait bien que quand on a appris le grec ancien, on arrive à déchiffrer le grec moderne. Donc ça, c'est une facilité. Et pourquoi cette tendance à vraiment refuser et séparer le grec ancien du grec moderne? Posso rispondere in italiano? Il greco moderno, che in Grecia, ma appunto sui manuali si chiama neogreco, quindi nuovo greco rispetto al greco antico, è differente dal greco dell'età di Pericle. Io stessa, ma chi conosce il greco può decifrarlo, ho usato una parola bellissima. Io posso comprendere quasi tutto in forma scritta, ma non posso parlare, non posso ascoltare la televisione. Perché questo rifiuto? Mi verrebbe, ci sono tanti motivi linguistici, il primo dei quali è quello che accade che spiegava la signora riguardo alla lingua bretone, ovvero quando la Grecia nasce come stato politico, che non è la Grecia, noi immaginiamo la Grecia delle polis, ma in realtà politicamente la Grecia nasce 150 anni fa, anche se tutti linguisticamente si sono sentiti ton e lenikon, uniti dalla lingua greca. Quando nasce l'entità, lo Stato greco, c'è il problema, come nella maggior parte dei paesi europei che hanno condiviso la stessa cultura ma non la stessa lingua, di cercare quella lingua comune. E una tendenza è quella di tornare al passato, ad una versione normativa, standardizzata del greco antico, che però nelle campagne la gente comune non parlava più, non comprendeva più. Questa è la ragione linguistica per cui si è voluto marcare la differenza. Dal punto di vista invece proprio un linguistico, il greco tuttavia non si è mai evoluto in altro da sé. Il latino è diventato italiano, francese, spagnolo. Il greco no, si è sempre mosso dentro di sé. Mi verrebbe da citare un autore greco, che cito, peraltro di cui parlo nel libro, Nikos Dimos, che ha scritto un pamphlet molto divertente, si intitola L'infelicità di essere greci moderni, e che dice l'eredità dall'antica Grecia è tale per noi greci di oggi che abbiamo solo due possibilità, o dimenticarla o superarla. Je vais commencer par la fin. Un écrivain qui a écrit un pamphlet sur le malheur d'être grec aujourd'hui. Donc il dit on n'a que deux possibilités, oublier. Ah oui, ou les dépasser. Oublier cet héritage. Oublier l'héritage ou le dépasser. Mais ça peut expliquer pourquoi les Grecs d'aujourd'hui ne refusent cet héritage ancien. Puis il y a une question.
Je peux me permettre d'apporter un petit complément, donc, étant donné que je suis d'origine grecque. On se sait. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. C'est-à-dire, je ne refuse pas du tout. Ouais. Il est vrai que l'enseignement, donc, et en général, le niveau éducatif ayant baissé pour une raison dont on peut faire l'histoire et discuter des raisons, a fait qu'aujourd'hui, les Grecs modernes n'ont pas le même accès qu'on avait, nous, une époque. Même si j'avais fait une section à l'époque de mathématiques, disons, plus scientifique, jusqu'en terminale, on avait du grec ancien. Donc, on abordait le texte en grec ancien directement. On avait Antigone, on avait Homère, donc on avait... Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande différence par rapport à ces niveaux culturels. Il n'y a que certains enfants qui peuvent avoir accès. Cependant, si vous dites aujourd'hui à un grec que le grec ancien ne fait pas partie de sa langue, il vous tranche la tête. Il continue donc à croire, même si lorsqu'on lit le grec ancien aujourd'hui, on ne le lit pas comme Andrea, c'est-à-dire on les lit à la grecque moderne. Même si lorsqu'on écrit le grec ancien, on ne met pas tous les accents, donc on ne met pas l'accent grave, etc. Les Grecs considèrent que la langue grecque n'est pas morte. Il y a eu une députée qui a osé dire récemment, il y a 2 ou 3 ans, que la langue grecque est morte. Donc là, il y a une... Je ne sais pas si elle est vivante encore. Elle était complète. Donc il y a une revendication identitaire à travers la langue grecque, même si effectivement il n'y a pas le support donc, et l'acculturation qui fait qu'on se l'approprie, comme Andrea le fait justement à son livre. Et en venant ici, j'ai envoyé un ensemble de messages justement à mes amis en annonçant où j'allais. Et pratiquement tous mes amis m'ont dit mais c'est pas vrai, donc, regarde, nous on est nuls. Donc, il y a une Italienne donc, qui doit nous dire donc, ce que nous sommes, mais pas vous. Donc. Merci. Allez-y. Parmi les 100 raisons d'aimer le grec, je voudrais ajouter une qui m'a émerveillé. Vous avez parlé de la liberté et de la précision, de la densité du grec. Et bien sûr, nos langues latines, romaines, savent mettre des préfixes, des suffixes, etc. Mais j'ai vraiment le ressenti que les auteurs grecs n'hésitaient pas à fabriquer leur langue en même temps qu'ils disaient. Et juste un exemple, quand on prend la racine phil de ce qu'on aime, on feuillette notre bon vieux Bailly, il y a 530 mots qui commencent par phil. Donc, c'est dire la liberté qu'ils avaient, la créativité qu'ils avaient, et je trouve que ça nous inspire aujourd'hui dans notre rapport à notre langue. Merci. Et parfois, les mots ont été utilisés seulement une fois, mais telle fois était super, parfait, précise, nouvelle. C'est super. Oui, bien sûr, parce que... Merci. Pour terminer, je veux juste exprimer un regret. Vous êtes venu sans Carlo. Sans Carlo. Oh, oui, moi aussi, je suis triste. Carlo, il en est question dans le livre. C'est un de ses plus proches amis. Son chien. J'ai 2 chiens maintenant, après les livres. Ouais.